Alors, ce deuxième chapitre sera toujours sur le diagnostic stratégique. Plus précisément, on va voir l'analyse de Michael Porter. Donc, c'est une analyse qui qu'on peut réaliser pour diagnostiquer la situation de l'entreprise. Alors, la séance dernière, on a vu l'analyse SWOT. Ou l'analyse SWOT, c'est un outil, bien sûr, qu'on utilise pour faire le diagnostic de l'entreprise. À travers l'analyse SWOT, on a vu comme quoi on peut bien sûr, là, on doit déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise, plus les menaces et les opportunités du marché. Ou l'analyse SWOT, on a vu comme quoi pour la faire, pour la réaliser, on fait une analyse interne de l'entreprise et une analyse externe du marché à travers l'analyse du micro et du macro-environnement. Alors là, c'était un petit rappel sur ce qu'on a vu la première partie. Alors, la deuxième partie sera toujours sur les outils qu'on utilise pour faire le diagnostic. Donc, un deuxième moyen, un deuxième outil, qui est l'analyse de Michael Porter. Donc, Michael Porter, c'est un professeur universitaire américain qui a réalisé l'analyse. C'est une analyse qui est très, très importante, qui est très précise, ou qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic d'une entreprise. Alors, Michael Porter a deux techniques, deux outils pour faire le diagnostic d'une entreprise. Donc, toujours, on a un outil qui permet de faire le diagnostic interne, ou la chaîne de valeur, ou on a un deuxième outil pour réaliser l'analyse externe, ou les 5 forces concurrentielles. Alors, au niveau de cette séance, on va voir comment on peut faire une analyse de chaîne de valeur, bien sûr, qui est utilisée pour réaliser un diagnostic interne. On va voir aussi comment on peut faire pour réaliser un diagnostic externe à travers l'analyse des 5 forces concurrentielles. Alors, l'analyse de la chaîne de valeur ou l'analyse interne, هنا قالنا Porter comme quoi une entreprise, si on veut l'analyser au niveau interne, on doit la décomposer en deux activités. Les activités principales et les activités de soutien. قالنا comme quoi une entreprise, elle doit automatiquement maîtriser certaines activités principales. شنو هما des activités principales? هما les activités qui vont lui permettre de survivre. Donc, les activités principales, ce sont des activités, bien sûr. Au niveau de chaque entreprise, il y en a des activités principales qu'il faut maîtriser pour survivre, c'est-à-dire pour garantir la pérennité ou la survie de l'entreprise. On a aussi des activités de soutien. Comme quoi, ils vont aider, ils vont permettre aux activités principales de fonctionner et de bien travailler. Alors, la chaîne de valeur, pour la présenter, que tu connais de la façon. Comme vous le constatez, une sorte de flèche avec en bas ce qu'on appelle les activités principales d'une entreprise qu'elle doit maîtriser, ou en haut les activités de soutien. Alors, Michael Porter, une entreprise, elle doit essayer de maîtriser l'ensemble de ses éléments internes si elle veut réussir. Il a un diagnostic interne, c'est les éléments qu'on doit diagnostiquer surtout. C'est les éléments les plus importants. Les activités principales ou les activités de soutien. Alors, je ne des activités principales. Les activités principales, ce qu'on appelle la logistique interne. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une logistique interne? La logistique interne, par exemple, tout ce qui est stockage, ou là, les lieux de stockage que l'entreprise doit avoir,
une entreprise, elle doit avoir ses propres entrepôts. Les entrepôts, هما bien sûr les lieux de stockage. قالنا بأنه une entreprise خص يكون عندها ses propres entrepôts ou ses propres lieux de stockage. علاش؟ حيت هذه المسألة ça va lui permettre de diminuer les coûts de stockage. ما غنحتاجش à chaque fois باش نقلب على un lieu فين غادي ندير le stockage bien sûr de la matière première. Donc automatiquement قالنا comme quoi il faut avoir des entrepôts. L'entreprise doit disposer des moyens, des lieux où elle peut stocker sa matière première. En même temps, la logistique interne كتجمع tout ce qui est matériel, tout ce qui est outils de travail. Donc, avec le matériel, les bureaux, les tables, les chaises, les machines, etc. هذوك يدخلوا في la logistique اللي كتكون interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, ou que l'entreprise doit avoir, bien sûr, pour travailler et pour assurer, bien sûr, le bon déroulement du travail. Mais bien. Alors, par la suite, il est passé là de la production. Au fait le sens, il a insisté à le point. On a la production que donc c'est bien sûr c'est la transformation de la matière première en produit fini. Alors, Michael Porter, il a insisté sur le point de la production, comme quoi l'entreprise doit essayer de faire bien sûr une production de qualité, doit essayer de faire une production en bonne quantité, c'est-à-dire en quantité qui peuvent satisfaire la demande qui n'a pas le marché. Il a insisté sur la main-d'œuvre, comme quoi l'entreprise elle doit donner une grande importance au personnel qui va assurer bien sûr la production. Ou en même temps, قالنا بأنه من الأحسن تكون عندي une production flexible. Je كان عندي une production flexible, c'est-à-dire que l'entreprise تكون عندها la capacité de changer la quantité fabriquée. تكون عندي la capacité de changer la quantité produite. Par exemple, واحد la période كتكون فيها la demande كثيرة, تكون عندي la possibilité d'augmenter la production. Quand la demande قليلة, تكون عندي la capacité de diminuer la production. Donc c'est ça une production flexible qui peut s'adapter bien sûr avec la demande. ندوزو عاوتاني la logistique externe. هنا عاوتاني قلنا comme quoi il faut analyser la logistique externe. شنو هي la logistique externe? C'est essentiellement le transport et la distribution du produit vers les clients et les points de vente. Donc, on dit la logistique interne, on voit tout ce qui est matériel, stockage de matières premières au niveau de l'entreprise. La logistique externe, tout ce qui est transport, par exemple, et distribution du produit vers les consommateurs. On peut le stockage de produits finis, pas de la matière première, mais le stockage de produits finis. Alors, هنا قالنا بأنه عاوتاني la même chose بحال اللي قلنا في الأول. مثلا pour la logistique externe, si par exemple l'entreprise كانوا عندها مثلا ses propres moyens de transport pour assurer la distribution, هذا il peut lui donner واحد l'avantage par rapport aux autres concurrents. علاش؟ حيت إلا كان عندي مثلا les moyens de transport propres à l'entreprise, automatiquement l'entreprise n'aura pas besoin مثلا des transporteurs externes. À chaque fois, elle ne va pas à chaque fois faire appel des transporteurs externes. Par contre, s'il a par exemple ses propres moyens, donc ça va lui diminuer le coût et d'être indépendante à les transporteurs externes. Donc, à chaque fois, elle dépend à l'حساب le transporteur ou le وقت اللي عنده, etc., etc. Alors, ou bien sûr, ça va permettre de distribuer le produit des bonnes conditions vers les points de vente ou là parfois vers le client. La quatrième activité, il y a la commercialisation et la vente. Alors, la commercialisation et la vente, elle regroupe tout ce qui est bien sûr marketing et vente. Et à ce niveau-là, Michael Porter, il a insisté. Pourquoi il a insisté sur l'élément marketing comme une activité principale? Parce que tout simplement, à travers le marketing,
on peut satisfaire les besoins des clients, on peut attirer les clients vers le produit, on peut les informer, on peut rester en contact avec les clients fidèles, par exemple. On peut améliorer l'image de l'entreprise, on peut étudier le marché, etc., etc. Donc, tout ça, on ne peut pas le faire, bien sûr, sans marketing. Et bien sûr, quand on parle du marketing, ça regroupe tout ce qui est publicité, promotion, distribution. Distribution, c'est au niveau de la logistique externe. Mais tout ce qui est donc communication, innovation, changement d'emballage, fixation du prix, segmentation, études, etc., etc. Alors, à ce niveau-là, bien sûr, c'est une quatrième activité qu'il faut analyser au niveau interne. Il a besoin un diagnostic. C'est une quatrième activité qu'il faut analyser au niveau interne. Et finalement, on a les services. Les services, c'est essentiellement tout ce qui est service après-vente, réparation, maintenance, traitement de réclamation des clients, garantie, etc., etc. C'est un élément, bien sûr, qui est très important au niveau de l'entreprise parce qu'à travers les services qu'on peut fidéliser la clientèle. C'est à travers les services qu'on peut fidéliser les clients d'une entreprise. Quand une entreprise traite bien les réclamations des clients, ça va te permettre, bien sûr, de les fidéliser. Si, par exemple, elle donne des bonnes garanties, ça va fidéliser, bien sûr, la clientèle et ça va l'attirer pour, bien sûr, acheter le produit de l'entreprise. Alors, هنا Michael Porter a les activités principales où si on veut faire un diagnostic d'une entreprise, on doit commencer par analyser les 5 activités. Les activités les plus importantes ou qui assurent la survie de l'entreprise. En même temps, si on veut avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire avoir un avantage par rapport aux autres concurrents, l'entreprise doit maîtriser le maximum de ses activités principales. D'abord, les activités de soutien. Les activités de soutien, ce ne sont pas des activités secondaires. Non. Les activités de soutien, ils vont permettre aux activités principales de fonctionner d'une bonne façon. La logistique interne, ou la production, la logistique externe, ou le marketing, ou les services, pour qu'ils fonctionnent d'une bonne façon, on doit aussi maîtriser les activités de soutien. On doit avoir vraiment un avantage au niveau de ces activités de soutien. أول حاجة عندنا مثلا l'infrastructure. Bien sûr, l'infrastructure, علاش؟ حيت on ne peut rien faire s'il n'y avait pas d'infrastructure de l'entreprise. Et باش ندير انا هاد لا لوجيستيك انترن و اكسترن وهاد لا برودكسيون دونك خص يكون عندي دي ديبارتمون، خص يكون عندي دي سيرفيس، خص يكون عندي لوكال، يكون عندي لي lieux de stockage, les lieux de production. Donc, on doit avoir un lieu où on va exercer bien sûr tout ça. Donc, automatiquement, on parle de l'infrastructure de l'entreprise ou de la firme. Donc, avec les usines, les terrains, les locaux, les garages, les lieux de vente, les lieux de production, les lieux de stockage. Donc, tout ça, bien sûr, c'est nécessaire pour réaliser toute l'activité de l'entreprise. Alors, on a la deuxième activité de soutien, les ressources humaines. C'est clair comme quoi c'est une activité, bien sûr, qui va permettre à toutes les autres activités de fonctionner. Et les ressources humaines, alors, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas de service, il n'y aura pas de réparation, il n'y aura pas de commercialisation et de vente, les commerciaux, il n'y aura pas de distribution, les chauffeurs, il n'y aura pas donc de maintenance, les techniciens, etc., etc. Donc les ressources humaines, c'est un élément très très important au niveau de l'entreprise.
ou c'est la deuxième activité de soutien. C'est une activité que l'entreprise doit maîtriser ou qu'elle doit analyser si elle veut diagnostiquer sa situation interne. Ou dans le cas, Michael Porter, il a insisté à le point comme quoi une entreprise, elle doit bien faire son recrutement. Donc les recrutements, c'est qu'on a très bien fait. Au niveau de la motivation, le personnel, il doit être bien motivé, il doit être bien formé pour réaliser ses tâches, bien sûr, dans les meilleures conditions. La troisième activité, il y a la recherche et le développement, ou le développement technologique. C'est un point qui peut permettre à une entreprise d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, Porter ما هدرش على force ou faiblesse. Il a parlé plus d'avantages concurrentiels ou de désavantages concurrentiels. Donc, l'avantage concurrentiel, bien sûr, on peut l'avoir avec l'innovation. Donc, si une entreprise fait bien sûr, donc, si elle innove à chaque fois, si elle fait de l'invention, si elle recherche de nouveaux concepts, si elle recherche de nouvelles idées à chaque fois, donc ça peut lui donner bien sûr un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et finalement, il y a l'approvisionnement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'approvisionnement? L'approvisionnement, c'est essentiellement la fonction d'achat de matières premières. Ou non, il a insisté à le point comme quoi il faut bien choisir ses fournisseurs, il faut bien choisir sa matière première, une matière première de qualité et avec un coût qui est raisonnable. Donc, les deux conditions les plus importantes, ou bien sûr, à part de l'entreprise, les bonnes quantités ou les bons délais, bien sûr. Donc, on a le bon prix, la bonne qualité, les bons délais et les bonnes quantités. Laisse l'approvisionnement. Tout simplement, si la matière première n'était pas de qualité, ou elle est avec un prix qui est cher, ça va se refléter, ça va se répercuter sur le produit KM. Ou ça va donc donner on va dire un produit insatisfaisant qui ne va pas satisfaire les clients. Par contre, il est quand la matière première, s'il a été acheté par exemple par un prix qui est raisonnable ou surtout avec une bonne qualité, ça va se répercuter à la production, le produit, le marketing, donc où ça va bien sûr permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Alors, la chaîne de valeur, comme vous voyez, il est comme une sorte de flèche, atteint exactement, plus ou moins, donc les éléments qu'on doit analyser au niveau interne. Donc, maintenant, les éléments que l'entreprise doit maîtriser aussi si elle veut avoir un avantage concurrentiel. Donc, si par exemple, une entreprise veut se démarquer à les concurrents, ou elle veut se distinguer des concurrents, ou un produit de qualité, un produit qui est différent des concurrents, normalement, elle doit essayer de maîtriser les éléments, surtout les 9 éléments, les activités principales et les activités de soutien. L'extrémité de la flèche de la chaîne, la marge. On parle bien sûr de marge bénéficiaire. علاش marge bénéficiaire? حيت Michael Porter قال لنا انه هاد les éléments internes, si l'entreprise arrive à les maîtriser, elle peut donner un très bon produit, elle peut satisfaire vraiment les clients, ou elle peut avoir un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents, et tout ça, ça va lui permettre bien sûr de maximiser ses ventes et de maximiser ses bénéfices. إلا كان البيرسونيل عندي موتيفي وكانت l'entreprise عندها une capacité d'innovation وكنا كنديروا l'achat de matières premières d'une très bonne qualité وكان عندي le matériel nécessaire pour la logistique interne وعندي la capacité de production اللي عند l'entreprise est une capacité forte وعندي les moyens de distribution nécessaires où je fais ce qu'il faut faire au niveau du marketing et au niveau des services, automatiquement, je peux
ou je vais réussir, ou je peux atteindre mon objectif, les rois, de maximiser mes bénéfices et de maximiser mon profit. وهذا هو le principe de la chaîne de valeur de Michael Porter. Donc, elle nous donne les éléments essentiels au niveau interne qu'il faut maîtriser pour atteindre l'avantage concurrentiel, pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Ou aussi, on l'utilise aussi pour faire le diagnostic. Les éléments qu'il faut diagnostiquer au niveau interne. C'est l'avantage de cette chaîne de valeur. Ou le nom chaîne de valeur. C'est tout un processus. C'est un processus, une chaîne qui permet à l'entreprise de créer de la valeur. C'est-à-dire qui permet à l'entreprise d'avoir ou de créer un produit de valeur et aussi de gagner des bénéfices et de gagner de la valeur au niveau du marché. Donc, c'est pour cela qu'elle a pris le nom. Alors, voilà, donc, on a juste les détails, soi-disant, ce que je disais depuis le début. Donc, on a les activités principales, c'est la logistique fournisseur, donc ça regroupe tout ce qui est transport, stockage de matières premières, plus tout ce qui est matériel utilisé au niveau de l'entreprise. On a la production, tout ce qui est main-d'œuvre, machines, capacité de production, etc. Donc, logistique fournisseur, c'est plutôt la logistique interne. Logistique client, c'est surtout la logistique externe. Les deux appellations, c'est possible. Donc, il laisse mettre logistique fournisseur, c'est surtout la logistique interne qui s'intéresse à tout ce qui est stockage de matières premières. Logistique client, c'est la logistique externe qui s'intéresse à tout ce qui est distribution du produit fini vers le consommateur. On a le marketing et la vente, donc bien sûr, ça regroupe tout ce qui est action publicitaire, promotionnelle, force de vente, c'est-à-dire les commerciaux, les commerciaux de l'entreprise qui font la vente de produits. On a les services, qui on a tout ce qui est garantie, facilité de paiement, service après-vente, etc., etc. Alors, pour les activités de soutien, on a les ressources humaines, donc qui regroupe tout ce que fait l'entreprise au niveau recrutement, motivation, formation de personnel, approvisionnement, qui regroupe essentiellement ce que fait l'entreprise au niveau de sa fonction d'achat de matières premières et le choix aussi des fournisseurs, l'infrastructure avec les locaux et les bâtiments, les départements, les services, les lieux de stockage, les lieux de production et recherche et développement. Il y a donc l'activité qui s'intéresse à tout ce qui est innovation ou invention. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a par rapport à la chaîne de valeur. Donc, elle nous montre, comme on a déjà dit, les éléments internes qu'il faut analyser et qu'il faut diagnostiquer si on veut faire un diagnostic stratégique, ou les éléments internes qu'il faut maîtriser si on veut avoir un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Alors, c'est juste un exemple. Donc, on a par exemple la logistique entrante. Donc, c'est la même. Donc, parfois des appellations qui sont un peu différentes, mais ça revient un peu à la même chose. Donc, la logistique entrante, c'est la logistique fournisseur, alors la logistique interne. Donc, ça regroupe tout ce qui est réception matières premières, stockage de matières premières. Donc, la fonction ou l'activité opération, c'est l'activité production. Bien sûr, c'est la consommation de matières premières et sa transformation en production de biens, ou en produits finis. On a la logistique sortante, liée à la logistique externe, ou la logistique client, ou qui consiste bien sûr à faire sortir avec le produit fini, les lieux de stockage, et le distribuer vers les consommateurs. On a l'activité marketing et vente, qui regroupe tout ce qui est force de vente, ou je le redis, force de vente, on met l'ensemble des commerciaux de l'entreprise qui exercent la vente du produit, qui font la vente du produit. On a tout ce qui est bien sûr publicité, communication, etc. Et les services clients comme l'assistance, le service après-vente, la réparation, l'installation, et ainsi de suite.
Alors voilà, c'est un exemple donc des tâches qu'on effectue au niveau bien sûr, ce sont surtout les activités principales. Alors maintenant, on va passer à l'analyse des 5 forces concurrentielles, où il y a l'analyse externe, bien sûr. Donc c'est l'analyse externe de Michael Porter. Donc comme j'ai dit, Michael Porter a élaboré une analyse interne, la chaîne de valeur, et par la suite, une analyse externe, l'analyse des 5 forces concurrentielles, qui se fait sur un marché ou sur le marché pour déterminer finalement les éléments qui présentent une force concurrentielle, ou on peut l'appeler aussi une menace. Donc, une force concurrentielle, c'est une sorte de menace. Ou là, bien sûr, des opportunités, mais ouais, il les a appelés surtout le mot des forces concurrentielles. Alors, Michael Porter, l'analyse des 5 forces concurrentielles, elle s'adapte surtout pour le micro-environnement. Et pour être plus clair, donc elle s'applique surtout à le micro-environnement, ou l'analyse qu'on peut faire sur le micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement qui est très très proche de l'entreprise. Alors, Michael Porter a 5 éléments plus 1. Comme vous voyez, un plus 1 entre parenthèses. On va expliquer plus 1 ce que signifie. Donc, on va voir plus 1. Alors, Michael Porter a 5 éléments qui présentent ou qui peuvent présenter une force concurrentielle sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils peuvent exercer une menace d'une façon ou d'une autre sur l'activité d'une entreprise. Les 5 forces concurrentielles, elles font partie du marché et surtout du micro-environnement. Alors, la première force concurrentielle, il y a au milieu, où il y a l'intensité concurrentielle, ou ce qu'on appelle aussi la rivalité concurrentielle. La rivalité concurrentielle, elle se présente par les concurrents directs. L'intensité est le degré de la concurrence. Le degré de la concurrence. Alors, Michael Porter, la première menace d'une entreprise, elle vient de l'intensité ou de la rivalité concurrentielle des concurrents directs. La première menace, que dit les concurrents directs. Je ne sais les concurrents directs. Les concurrents directs, on met les entreprises qui commercialisent, bien sûr, les mêmes produits ou qui sont dans le même marché. Donc, on a les concurrents directs, on met les entreprises qui commercialisent les mêmes produits et qui exercent leur activité sur les mêmes marchés. Donc, bon, si on prend maintenant Coca-Cola, ses concurrents directs, Pepsi ou Schweppes, etc., etc. Donc, c'est la première force concurrentielle. حنا غنشوفوا par la suite وقتاش كتكون هاد la concurrence forte وقتاش غتكون مثلا le faible. Alors, pardon, donc la deuxième force concurrentielle, il y a la force des produits de substitution. Les produits de substitution, on sait, les produits qui peuvent remplacer les produits d'une entreprise. Donc, qui connaissent des produits de nature différente, mais qui satisfont les mêmes besoins. Et bien sûr, les produits de substitution, ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, exercer une force concurrentielle. Maintenant, la menace des nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, on a toutes les entreprises qui peuvent entrer dans le marché. C'est-à-dire des entreprises qui peuvent attaquer le marché et qui peuvent devenir par la suite des concurrents directs. Donc, ce sont des concurrents potentiels. Des concurrents potentiels, probables. Alors, les nouveaux entrants, toute structure, toute personne physique ou morale, toute entreprise qui peut entrer dans le marché et bien sûr créer par la suite une sorte de menace.
وعندنا les clients et les fournisseurs اللي ميكايل بورتر حتى هما اعتبرهم comme des forces concurrentielles وقلنا انه parfois حتى les clients ou les fournisseurs حتى هما parfois ils peuvent présenter une menace ou une force concurrentielle à l'entreprise. Ou finalement عطانا la sixième force اللي هي l'État. Voilà donc le pouvoir ou le pouvoir public. Voilà. Alors, on va passer vers les détails. بالنسبة la rivalité concurrentielle qui se présente par les concurrents directs. Michael Porter قال لنا بأنه la rivalité concurrentielle, elle dépend de trois facteurs surtout. Elle dépend du nombre des concurrents, des parts de marché des concurrents et du niveau des prix. Comment ça? أول حاجة قلنا أنه tout simplement هاد les concurrents directs كل ما le nombre ديالهم تزاد كل ما il y avait مثلا un nouveau concurrent qui vient d'entrer, automatiquement la concurrence va devenir plus forte. Et vice versa. كل ما نقص واحد le concurrent, la concurrence elle va un peu baisser. Donc هذه هي معروفة. Donc في أي marché à chaque fois فين ما كيتزاد شي concurrent, automatiquement la rivalité ou l'intensité concurrentielle كتزاد. بالنسبة les parts de marché des concurrents, قالنا بأنه à chaque fois si par exemple les parts de marché des concurrents étaient équilibrées, c'est-à-dire كانوا متقاربين لبعضياتهم. مثلا عندي le leader du marché, par exemple عنده 20% de part de marché, وعندي مثلا le deuxième عنده 18% ou le troisième عنده 17%. Alors هنا كتكون la rivalité concurrentielle forte entre les concurrents. Les parts de marché ديالهم elles sont très très proches. Ou les parts de marché elles sont très équilibrées. Ou أي شركة ou toute entreprise peut avoir la capacité de devenir leader. Donc هنا كتكون la rivalité très forte. Par contre, il y a les parts de marché très déséquilibrées. مثلا الأول في المارشي عنده 50% de part de marché. Il détient 50% ou les 60% de part de marché. Ou le deuxième عنده 20%. Alors, هنايا vraiment كتكون une rivalité concurrentielle qui est faible. Donc, la rivalité concurrentielle كتكون un peu faible. Tout simplement كيكون هذاك le leader il domine le marché. Donc c'est une sorte de monopole, mais bon donc il domine à peu près le marché. Donc ça peut un peu diminuer l'intensité de la concurrence. On a le troisième facteur qui est le niveau des prix. Alors grosso modo il est quand même le marché fait une guerre des prix. شنو هي une guerre des prix? C'est-à-dire que chaque entreprise essaie de diminuer les prix par rapport aux autres. Une guerre des prix, il y a une entreprise, elle a fixé un prix de 20 dirhams le produit. C'est le deuxième concurrent où les بيعوا 18 dirhams, 18 dirhams. Ou j'ai un troisième concurrent qui بيعوا 15 dirhams. هنا كتولي une sorte de guerre de prix et chaque entreprise essaie de diminuer les prix par rapport aux autres. Donc, il est le marché. Si par hasard le marché connaît une guerre des prix, ça signifie que la concurrence sera beaucoup plus forte. Et chaque entreprise va essayer de minimiser le prix le maximum possible pour qu'il trouve de la guerre des prix. C'est une confrontation entre les entreprises qui se base sur le prix. Tout simplement. Alors, quel est le deuxième cas? Il est que les entreprises elles se sont mis d'accord sur le prix. Les prix. Non, ça va rendre la concurrence et l'intensité concurrentielle plus faible. Tu dis la concurrence ضعيفة. L'exemple le plus proche هو ديال الكربورant. مثلا ديال l'essence diesel في المغرب les stations elles se mettent d'accord على الثمن. كتلقى تقريبا le même prix عند toutes les stations. Elles se mettent d'accord على les prix. Donc, automatiquement, elle rend la concurrence très très faible entre les entreprises.
Par contre, quand كل واحد كيحاول يدير un prix plus faible على les autres, ça va rendre un peu la situation plus concurrentielle, ou c'est bien sûr pour le consommateur. Alors, les trois critères, les trois facteurs, les facteurs qui permettent de savoir comment elle est la rivalité ou l'intensité concurrentielle. Donc, le niveau des prix, quand je vois qu'il y a une guerre des prix ou une stabilité ou un accord plutôt sur les prix. Quand je vois les parts de marché des concurrents, est-ce qu'elles sont équilibrées ou déséquilibrées? Ou quand je vois le nombre des concurrents, est-ce qu'il est élevé ou il est faible? Ou donc, il y a bien sûr une idée sur la situation concurrentielle du marché. Alors, la deuxième force concurrentielle, c'est la menace des produits de substitution. Ou les des produits qui sont de nature différente, mais qui satisfont le même besoin. Alors, les produits de substitution, elles présentent une menace concurrentielle sur les entreprises. Au cas où, si elles donnaient maintenant le produit à un prix qui est faible et qui satisfait le même besoin. Alors, dans le cas, ça va créer vraiment un problème. On dit par exemple les autocars ou l'ONCF. Donc l'ONCF, les autocars, c'est un produit de substitution qui crée une forte menace. Il peut satisfaire le même besoin, le transport des voyageurs, et avec un coût qui est moins cher. Il satisfait le même besoin, sachant que c'est un produit qui est différent. Car, donc automatiquement, il satisfait le même besoin, mais avec un coût qui est beaucoup moins cher. Et ça crée vraiment une menace pour l'ONCF. Donc voilà. Ce qui fait, donc, parfois, les produits de substitution, comme j'ai dit, ils peuvent créer une menace d'une façon ou d'une autre sur l'entreprise, mais surtout, s'il arrive à satisfaire le même besoin avec un coût qui est beaucoup moins cher. La troisième force concurrentielle, les nouveaux entrants, ou les toutes les entreprises qui peuvent intégrer dans le marché dans le futur. Très bien. ولكن باش نعرفوا واش هاد les nouveaux entrants واش يقدروا يدخلوا للمارشي ولا ما يدخلوش. On doit voir les barrières d'entrée اللي كاينين في المارشي. Donc هاد la menace des nouveaux entrants, elle dépend des barrières d'entrée. اشنو هما هاد les barrières d'entrée? Il a خديتي un marché, quelle que soit sa nature. Un marché, كتلقى des barrières. Bien sûr, des barrières, ce ne sont pas des barrières ou des obstacles visibles. Ce sont des obstacles fictifs. ما كاينينش réellement. Ce ne sont pas des obstacles اللي كيتشافوا. Non. Mais un marché qui a des barrières qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, soit ils peuvent empêcher les entreprises d'attaquer le marché, soit elles peuvent faciliter l'entrée des nouveaux concurrents. Donc, جوج حوايج يا اما هاد لي باريير كيقدروا يمنعوا لي كونكورون ولا لي نوفوز انترون باش يدخلوا اولا العكس كيقدروا يسهلوا لهم لونطري للمارشي. دونك الا كان المارشي فيه دو غروند باريير فهاد لو كا صعيب انك تدخل لهاد المارشي. بار كونطر الا كان المارشي ما فيهش دي باريير ومثلا ليطا كتعاون الشركات باش يدخلوا اكسيتيرا، الوغ هنا كاينه اون فورت موناس دي نوفوز انترون. هاد لي باريير فيهم 3 كاتيجوري. كاين لي باريير بوليتيك اي ليغال اللي كيكونوا متعلقين سورتو بلي لوا بلي زامبو بلي ريغل اللي كديرهم ليطا pour l'entrée de nouveaux concurrents. انا نعطي واحد ليكزامبل سامبل. مثلا في لو سيكتور دو سكر في المغرب، لو سيكتور دو سكر كاينين دي لوا كي سون ستريكت اللي كيمنعوا اي شركه باش تدخل للمارشي دو سكر دير لا برودكسيون دو سكر او ماروك. هادشي علاش كتلقى هيكوزومار اللي باقا اللي كاينه بوحدها في المارشي. دونك اوتوماتيكمون بالنسبه لكوزومار
aux humains, بالنسبة لها ما كايناش une menace des nouveaux entrants. Il n'y a pas de menace de nouveaux entrants. علاش؟ حيت كاين des barrières اللي كيحميو le marché, qui protègent le secteur de production de sucre au Maroc. Donc il y a des barrières politiques et légales qui sont fortes ou qui empêchent toute entreprise d'intégrer le marché du sucre. Donc voilà, donc il y a des barrières, donc automatiquement la menace des nouveaux entrants sera trop faible. Alors, on a aussi les barrières technologiques. Les barrières technologiques, surtout في certains marchés اللي كيحتاجوا l'innovation. Donc il y a certains marchés اللي كيكونوا كيحتاجوا l'innovation, كيحتاجوا une capacité technologique, ou ماشي n'importe quelle entreprise peut entrer et peut surmonter les barrières. Exemple très simple, هو مثلا le marché des télécommunications ou le marché des smartphones. ماشي n'importe quelle entreprise peut entrer dans le marché. Si elle veut entrer, elle doit avoir vraiment une capacité technologique extraordinaire, une capacité technologique très forte pour avoir la possibilité de créer le genre de produit et satisfaire les clients. ماشي n'importe qui يقدر يدخل لهذا المارشي. وكاين عندنا les barrières financières. Les barrières financières كيكونوا متعلقين surtout le capital ou le coût d'investissement nécessaire في هذا المارشي. علاش انا j'aurais pas la possibilité d'investir مثلا في المارشي de télécommunication وندير انا شركه ديال télécommunication pour la simple raison que le coût d'investissement il est énorme. ماشي ملايين ولا هذا mais des milliards. علاش j'aurais pas peut-être la possibilité مثلا d'intégrer le marché مثلا de transport aérien. Tout simplement باش ندير transport aérien, je dois avoir des milliards. La même chose, طيارات etc. Le transport maritime, la même chose. Par contre, نقول لك مثلا je vais intégrer le marché مثلا du commerce ou du commerce مثلا des produits alimentaires, oui. مثلا un épicier ou le supermarché, oui, ما كاينش des barrières financières كبار. Intégrer مثلا le marché des vêtements prêts à porter ou هذا, oui, c'est pas aussi difficile. نقدر ندير une boutique ou تبدا تبيع في les vêtements etc. Donc ما تحتاجش un capital énorme ou un coût d'investissement énorme. Donc كاين certains marchés اللي كيحتاجوا des coûts اللي كبار. وفي هذا لو كان الا كانوا les coûts كثيرين ولا كبار pour l'investissement, ça va créer une barrière financière où elle va empêcher les nouveaux entrants d'attaquer le marché. On passe à la quatrième force concurrentielle, liée le pouvoir de négociation des fournisseurs. Tout à l'heure, Michael Porter, il a considéré les fournisseurs aussi comme une force concurrentielle parce qu'ils peuvent d'une façon ou d'une autre créer une menace sur l'entreprise. Alors, les fournisseurs, ils peuvent avoir un pouvoir de négociation, c'est-à-dire ils peuvent exercer une menace à l'entreprise. C'est surtout si leur nombre était faible. Donc, si le nombre des fournisseurs était faible, alors dans ce cas-là, leur pouvoir de négociation sera très fort. Donc, il y a un marché, كاين un seul fournisseur اللي كيعطيني مثلا البلاستيك في المغرب. Bon. Alors, في هذا le cas, هذا fournisseur, il aura un pouvoir de négociation qui est très fort. ملي كنقول il aura un pouvoir de négociation fort, ça veut dire qu'il va imposer ses conditions sur les entreprises. Ces conditions en matière de prix, en matière de qualité, en matière de quantité, en matière de conditions de livraison, en matière de service, de délai, etc. etc. Donc, il qui imposer les conditions d'hier. Tout simplement, il n'y a pas d'autres fournisseurs. Par contre, il y a 100 fournisseurs ou les 200 fournisseurs qui ont le plastique في المغرب. Alors, هنا, هاد fournisseurs يكون عندهم un pouvoir qui est faible. وشكون اللي غيimposer les conditions ديالهم؟ Ce sont les entreprises qui vont imposer leurs conditions à l'aide fournisseurs.
Tout simplement, leur nombre, il est très élevé. Donc, le pouvoir de négociation des fournisseurs dépend surtout de leur nombre et parfois, ça dépend aussi de leur image. Il y a des fournisseurs ou un fournisseur qui a une très forte image sur le marché, et dans le cas, qui a un pouvoir de négociation qui est fort. Il y a d'autres fournisseurs, mais il a une très forte image, une très bonne réputation. Donc, dans le cas, il peut avoir un pouvoir de négociation fort. La cinquième force concurrentielle, est le pouvoir de négociation des clients. Alors, ce qu'on a dit un peu à les fournisseurs, on le redit à les clients. Le pouvoir de négociation des clients, il dépend aussi de leur nombre. Il est que les clients, automatiquement, ont un pouvoir de négociation fort. Ils vont imposer les conditions d'eux. ولكن إلا كانوا les clients كتير ils sont comptés des millions. Alors هنا ما يكونش عندهم un pouvoir de négociation. هنا il faut faire attention لواحد المسألة s'il vous plaît. بالنسبة لهذا le pouvoir de négociation des clients. ملي كنقول les clients sont limités ولا ملي كنقول بعدا les clients de façon générale ما خصناش نفهموها بأنه les clients ce sont seulement des particuliers بحالنا حنا. Non. بعض المرات كيقدروا يكونوا لي كليون شركات اخرين، يقدروا يكونوا دي سيرفاس، يقدروا يكونوا دي زيبر مارشي اكسيتيرا. الوغ في هاد لو كا هادوك لي كليون راه كيكون عندهم ان بوفوار دو نيغوسياسيون كي تري فور، محسوبين، ils sont très limités. نعطيك ان اكزومبل. مثلا عندنا باغ اكزومبل لي زونتربريز اللي كيبيعوا لي زورديناتور عندهم كوم كليون مرجان كيشري لي زورديناتور باش كيعاود يبيعهم. مرجان سي ان كليون اللي هو اللي عنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون حيت سي اون غروند سورفاس و لو نومبر ديالهم الي ليميتي، ما كاينينش الالاف منهم ولا هذا، نو سون تري ليميتي. ومرجان كتشري اون غروند كونتيتي، دونك اوتوماتيكمون مرجان كيكون عندها ان بوفوار دو نيغوسياسيون على لي زونتربريز حيت سي ان غران كليون مرجان. ماشي بحال انا ولا بحال واحد اخر ملي كيجي يشري ان اورديناتور كيشري واحد مثلا في 10 سنين. عندي انا حنا كيكون عندنا ان بوفوار دو نيغوسياسيون كي تري فير بارابور aux entreprises حيت اوني محسوبين بدي مليون دو كليون. دونك اوتوماتيكمون مرجان مثلا غيكون عندها بوفوار نيغوسياسيون. مثلا جات ليطا شي مثلا شي جماعه شي عماله شي هذا شي ايتابليسمون ايتاتيك لو ان سي اف ولا لونيب ولا هذا هو احتاج دي زورديناتور باش يشريهم. دونك هو اللي يكون عنده بوفوار نيغوسياسيون حيت قلال، حيت ان ايتابليسمون ايتاتيك ماشي دي بارتيكولي وغيشريهم غروند كونتيتي، اوتوماتيكمون غيكون عنده ان غران بوفوار نيغوسياسيون. دونك لي كليون ردوا البال سورتو ما كنهضروش على لي كليون بارتيكولي، ولكن حتى الا كانوا دي كليون بروفيسيونيل كيتسموا بروفيسيونيل ولا دي مثلا دي سيرفاس ولا دي زادمينستراسيون اللي هما كيشريو، في هاد لو كا غيكون عندهم ان غران بوفوار نيغوسياسيون. Voilà, donc là on est arrivé à les 5 forces concurrentielles. On a parlé des 5 forces concurrentielles. ونجي لهذيك بلس 1 اللي هي سيزيام فورس كونكورونسيال اللي هي ليطا. علاش هاد ليطا دار فيها هاد بلس 1؟ Michael Porter, quand il a élaboré l'analyse des 5 forces, les 5 forces où il n'a pas parlé de l'État, tout simplement. Il l'a oublié, exprès. Alors, il n'a pas parlé de l'État comme force concurrentielle. Alors, j'ai d'autres bien sûr d'autres analystes, d'autres marketeurs, d'autres profs, etc. qui ont critiqué, ou des critiques ou قالوا بأنه tu n'as pas parlé de l'État comme une force concurrentielle, sachant que l'État خصك تدوي عليها comme aussi comme une 6e force. علاش؟ حيت l'État à chaque fois, il peut intervenir sur le marché avec les impôts, les taxes,
les règles, des subventions, etc., etc. Ils ont raison. Pas mal de fois, l'État les entreprises. Elle peut vraiment influencer l'activité des entreprises. L'État elle peut intervenir dans un marché ou marché. C'est tout à fait normal. قدر مثلا l'État تدخل تعطي لهاد الشركه شي entreprise des subventions تعاون une entreprise. Elle peut protéger d'autres entreprises parfois. تقدر تطلع في les impôts تهبط في les impôts. Donc comme ça elle peut intervenir ou ça peut présenter des menaces ou des forces concurrentielles ou des opportunités pour les entreprises. Alors voilà donc il a répondu de la façon, c'est que déjà il a parlé de l'intervention de l'État au niveau des barrières politiques et légales. Mais ملي كيهضر على les barrières هو هضر surtout pour les barrières pour les nouveaux entrants. ما دوش على l'intervention de l'État pour les entreprises qui existent déjà sur le marché. Donc finalement, il a mis Hadik plus 1 comme donc l'État comme une sixième force, c'est-à-dire qui a été rajouté par la suite, l'analyse ou doit faire l'intervention de l'État bien sûr au niveau du marché ou comment elle influence aussi l'activité des entreprises au niveau du marché à travers les décisions, les capteurs que ce soit des décisions réglementaires, législatives, et ainsi de suite. Voilà, donc comme ça, on a terminé l'analyse des 5 forces concurrentielles. Donc, comme vous voyez, je fais l'analyse interne, je fais l'analyse externe des 5 forces, où il y a les éléments qu'il faut analyser au niveau du marché, et surtout au niveau du micro-environnement. Elle peut nous présenter une menace ou une opportunité. Elle peut exercer une force concurrentielle sur l'entreprise. Et on a conclu la sixième force, l'État. Rendons directement donc un exemple juste pour donc un exemple aussi donc pour voir de près comment les 5 forces concurrentielles peuvent impacter un marché. Ou comment on peut faire une analyse des 5 forces concurrentielles. Alors, on a les 5 forces concurrentielles, une analyse surtout du marché des ordinateurs. Alors, si on prend le marché des ordinateurs ou des PC, au niveau de la rivalité concurrentielle, on peut dire que c'est une rivalité concurrentielle qui est forte. Elle est une rivalité concurrentielle forte parce qu'il y a un très grand nombre d'entreprises HP, Acer, Mac, Dell, Toshiba, Sony, Vaio, Accent, etc., etc. Donc, le nombre des concurrents est très important. La deuxième chose, c'est un marché qui connaît une guerre des prix entre les entreprises. Il n'y a pas un accord sur les prix, bien sûr. Chaque entreprise essaie de fixer les meilleurs prix et de donner la meilleure qualité, bien sûr, pour attirer les clients. Et les parts de marché sont très, très proches entre les entreprises. Juste à titre d'indication, d'après donc les derniers, d'après les statistiques, HP, donc suivi par Dell et Lenovo, ce sont les 3 premières entreprises du marché des ordinateurs où les parts de marché ils sont très très proches. Alors, donc, on a une rivalité concurrentielle qui est forte. En ce qui concerne les produits de substitution, on peut aussi dire comme quoi les produits de substitution qui existent, les smartphones, les tablettes et les smart TV, présentent aussi une menace pour, bien sûr, pour les entreprises des produits des PC bureautiques ou portables aussi. Donc, les smartphones, les tablettes ou les smart TV, ils peuvent un peu satisfaire le même besoin qui est satisfait par un ordinateur ou avec des coûts moins chers. On a aussi la menace des nouveaux entrants. On peut dire que non, la menace des nouveaux entrants reste faible. Et pour le marché des ordinateurs, c'est difficile un peu à intégrer. C'est pas un marché qui est facile à intégrer. صعيب باش تدخل le marché. علاش؟ حيت c'est un marché اللي فيه de grandes barrières financières.
Donc, le coût d'investissement, je te dire la production des ordinateurs n'est pas bien sûr un coût qui est léger. Donc, ce sont des coûts qui sont très importants. Ou qu'il y a des barrières technologiques aussi qui sont fortes. Donc, pour intégrer le marché des ordinateurs, tu as vraiment une capacité technologique, une capacité d'innovation qui est très, très importante. Concernant le pouvoir de négociation des fournisseurs, les fournisseurs principaux des entreprises d'ordinateurs, nous connaissons مثلا Intel كتعطيهم les processeurs, Microsoft كتعطيهم les systèmes d'exploitation, Nvidia مثلا كتعطي les cartes graphiques. Ce sont les fournisseurs les plus importants et ont un très grand pouvoir de négociation. Ils sont très limités. في السيستم ديكسبلواتاسيون راه كاينين ثلاثه انا اللي كنعرف في العالم كامل. كاين مايكروسوفت، كاين لينكس، وكاين لي او اس. لي او اس راه الي ليميتي الماك، سي لو سيستم ديكسبلواتاسيون ديال الماك. مايكروسوفت راه هو اللي كنلقاو تقريبا في لا ماجوريتي دي زورديناتور، ويندوز دونك 7 ولا 10 اكسيتيرا. وكاين لينكس اللي كيوتيليزي بواحد لا كادونس اللي شويه قليله. Donc, il y a trois entreprises qui ont imaginé les systèmes d'exploitation dans le monde entier. Les processeurs, il y a Intel ou je pense Celeron. Donc, je dis les entreprises qui ont les processeurs dans le monde entier. Bon, d'après mes connaissances, bien sûr. Donc, tellement les fournisseurs ils sont très limités qu'ils ont un pouvoir de négociation très, très, très fort avec les entreprises. Donc, ils qui imposent les conditions à la HP ou Acer, etc. Pour les clients, bien sûr, le pouvoir de négociation des clients particuliers, surtout, il est faible, reste faible. Donc, les clients particuliers, on est bien sûr des milliers, voire même des millions d'utilisateurs et d'acheteurs d'ordinateurs dans le monde. Alors, pour l'État, bien sûr, on n'a pas vraiment des données exactes, comment elle intervient, mais essentiellement, donc, elle intervient surtout avec les lois et les règles qui organisent le secteur des ordinateurs et surtout des produits informatiques au niveau de chaque pays. Donc, on a l'intervention de l'État, donc, avec les lois qui vont organiser le secteur à travers les impôts, les entreprises, les taxes, etc., etc. Voilà, donc c'est un exemple comment on fait pour analyser un marché selon la méthode des 5 forces concurrentielles. Ou les c'est une méthode qui s'utilise bien sûr pour faire le diagnostic externe, alors que pour le diagnostic interne, on le fait surtout avec la méthode de la chaîne de valeur. Voilà, donc on a terminé la séance d'aujourd'hui. Et si bien sûr vous avez des questions, n'importe quelle question, vous pouvez les poser.